vademecum du boson de Higgs, alors c'est pas tellement tout ce qu'on a besoin de savoir sur le boson de Higgs, c'est plutôt tout ce qu'on en sait maintenant, au point où on en est aujourd'hui du boson de Higgs. Et surtout, pour moi, c'est un prétexte pour vous parler de ce que c'est qu'une expérience en physique des particules, parce que finalement, elles sont toutes conçues de la même façon, c'est-à-dire on se pose une question, on la définit, on définit les outils dont on a besoin pour y répondre, on les construit, et puis ensuite on exploite ce que les outils nous ont donné. Alors on va voir toutes ces étapes-là. C'est l'occasion pour vous dire que toutes ces étapes-là, ça prend, contrairement à ce qu'on peut trouver comme processus dans l'industrie, un nombre d'années considérable. Le boson de Higgs, il a été postulé en 1964, on reviendra dessus. On a commencé à le chercher, pas tout à fait tout de suite, mais 20 ans après à peu près. Le LHC, qui est l'outil que je vais vous présenter, il a été pensé en 84. On a commencé à le faire marcher en 2009 et on a annoncé les résultats sur le boson de Higgs en 2012. Donc vous voyez, on parle d'échelles de plusieurs dizaines d'années. Donc c'est des projets qui sont longs sur le temps et qui demandent beaucoup d'investissement et d'énergie, et on en a. Alors d'abord, le cadre théorique, le modèle standard de la physique des particules. Donc je vous donne quelques définitions, les miennes, ce n'est pas le dictionnaire. D'abord un modèle, il ne faut jamais oublier que ce modèle standard, ce n'est pas la vérité vraie, ça ne veut rien dire, c'est un modèle, ça veut dire c'est une représentation, ça dépend donc de nos connaissances à un instant T. Il a vachement évolué, le modèle standard. Il s'est construit sur des dizaines d'années d'aller-retour entre la théorie et l'expérience. Et si on le fait dater de la découverte de la première particule qui est l'électron, il date de 1897. Donc c'est vraiment quelque chose d'évolutif qui change aux fonctions des découvertes qu'on fait et des avancées théoriques. Standard, parce qu'il a fini par s'imposer sur des modèles alternatifs. Et comment est-ce qu'on s'impose? Avec la méthode à la Galilée, en confrontant avec l'expérience. Et c'est l'expérience qui dit si c'est ce modèle qui doit tenir et qui éjecte les autres. Alors physique, étymologiquement, c'est la nature, l'univers. Alors j'insiste sur 2 points. C'est la nature, ça veut dire c'est son contenu, c'est les objets physiques, mais c'est aussi la dynamique, ça veut dire les interactions entre les objets. Et le modèle standard de la physique des particules, c'est pas seulement les particules, c'est aussi leurs interactions. Et puis particules, alors je devrais préciser élémentaires, parce qu'il y en a tout un tas des particules qui ne le sont pas. Et donc c'est les constituants et les lois les plus fondamentaux. Mais aussi, encore une fois, ce qui tient de l'élémentaire a évolué. Auparavant, on pensait que l'atome, c'était élémentaire. Bon, maintenant, on est loin de cette image-là. Alors, rapidement, parce qu'il y a plein de choses dans ce transparent, et plein de choses importantes, je pense. La construction des modèles, et ça, c'est notre démarche scientifique depuis Galilée. Un modèle, on y met dedans tout ce qu'on a déjà découvert, donc tous les objets physiques qu'on connaît, qu'on a observés à l'instant T où on le regarde, où on le construit. On y met des principes. Alors en physique fondamentale, les principes, c'est la relativité, restreinte essentiellement, la mécanique quantique, la théorie des champs. On y met depuis les années 50 des ingrédients qui sont constitutifs, qui sont les symétries. Alors les symétries, je vais revenir rapidement dessus parce que c'est au cœur de la question du boson de Higgs. Une symétrie, c'est une permanence dans un changement. Je m'explique. Si j'ai une sphère parfaite dans les mains et que je vous dis fermez les yeux, vous fermez les yeux une seconde, pendant ce temps je la fais tourner, je vous jure que je la fais tourner. Et vous ouvrez les yeux, vous voyez rigoureusement la même chose, parce qu'elle a une symétrie sphérique. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose. Il y a eu un changement d'angle, je l'ai fait tourner, puis il y a une permanence, vous voyez toujours la même chose. Alors pour nous, les physiciens, c'est la même chose, mais c'est une permanence des équations physiques, selon des symétries. Donc c'est les équations qui sont inchangées sous une transformation. Alors, des transformations, c'est les transformations spatiales, par exemple, les rotations, les translations. La physique que je fais ici, j'ai envie qu'elle me donne le même résultat à conditions égales, identiques, que si je la fais à l'autre bout du plateau. Donc par translation dans l'espace, mais il y a aussi la translation dans le temps, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du groupe de Lorentz. Aucun écho, ok, c'est pas grave, c'est les transformations d'espace-temps. Alors, vous comprenez bien qu'une symétrie, c'est quelque chose de descriptif. Si je dis à vous qui êtes scientifique, ou même à ma boulangère, un truc de symétrie sphérique ou cylindrique, vous avez immédiatement une image qui vous vient à l'esprit, et ma boulangère aussi. Mais on s'est aperçu rapidos que c'était plus que descriptif, que c'était constitutif. C'est-à-dire qu'on s'est mis à construire les modèles en exigeant de ces modèles, au préalable, qu'ils respectent des symétries. Par exemple, les symétries d'espace-temps qui sont faciles à comprendre, dont je viens de vous parler. La physique, ça doit être la même là que là-bas, ça doit être la même hier que demain, etc. Et alors le plus beau, et ça c'est dû à la dame dont vous voyez la photo ici, et je le souligne, les femmes en physique, il n'y en a quand même pas des masses, donc allons-y, Madame Émilie Noether, qui a fait un théorème absolument génial, et qui dit que quand une symétrie est respectée par la physique, ça correspond à quelque chose qui est conservé, des lois de conservation. Et ça c'est vachement important parce que ça nous permet aussi de sélectionner dans la physique des processus qui se font ou qui ne se font pas. Je m'explique, la charge par exemple.
tout le monde sait que la charge est conservée, la charge électrique est conservée. Ça vient d'une symétrie, alors qui est d'un groupe un peu plus compliqué que les symétries d'espace-temps. Mais tout ça, ça vient du fait que la physique est symétrique sous certaines transformations. Alors avec tout ça, les principes, les symétries et les objets déjà observés, on fait un modèle. Ce modèle, c'est une équation mathématique. Pour nous, ça s'appelle le Lagrangien du modèle standard. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Galilée. Hein. Les mathématiques sont le langage de l'univers. Je veux parler univers, je parle mathématiques. Avec ça, on fait des prédictions théoriques. C'est-à-dire, je fais des calculs, j'ai des valeurs prédites. Et je les confronte aux observations expérimentales. Et puis, ça colle pas, je reviens à mon modèle. Ça colle, tant mieux, j'ai avancé dans la compréhension de l'univers. Là, je cite mon chouchou Feynman, Richard Feynman, qui disait peu importe que votre théorie soit super chouette, peu importe que vous soyez le type le plus intelligent de l'univers, si ça ne colle pas à l'expérience, c'est faux. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis, le dernier point sur lequel je voudrais insister sur la construction des modèles, c'est qu'il y a toujours des petits plus dans les allers-retours entre l'expérience et la théorie. Par exemple, le premier monsieur que vous voyez en bas, c'est Pauli. C'est Pauli qui a inventé une particule qui s'appelle le neutrino pour sauver la loi de la conservation de l'énergie. Il y avait des gens aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Niels Bohr, mais des gens comme Bohr, qui étaient des physiciens émérites, qui étaient prêts à abandonner la conservation de l'énergie d'un point de vue microscopique, parce qu'il y avait des résultats expérimentaux qui ne collaient pas. Et Pauli a dit, ça colle si jamais il y a une particule qui est difficile à détecter et que je vais appeler le neutrino. Et le neutrino, on l'a observé, alors des années après, mais on l'a observé, il existe. Et il y a d'autres choses comme ça, comme le troisième monsieur avec la moustache, c'est Dirac. Dirac, ce qu'il a fait, c'est l'équation de Dirac, bravo, qui décrit un champ de ce qu'on appelle un fermion, et là en l'occurrence c'est l'électron, relativiste et quantique. Il fait son équation, il s'aperçoit que cette équation elle a des solutions nickel, la bonne charge, la bonne masse et la bonne énergie. Et cette équation elle a aussi des solutions d'énergie négative. Alors autant vous dire qu'ils étaient un tout petit peu embêtés avec ça, sauf que c'est quoi ces solutions d'énergie négative? C'est l'antiparticule de l'électron d'énergie positive. Et le positron a été observé quelques années après par le monsieur du milieu, qui est Anderson. Donc, des fois, il y a des petits plus qui nous viennent de la théorie. Dirac dit qu'il devrait y avoir de l'antimatière, il y en a. Quelquefois, il y a des petits plus qui nous viennent de l'expérience. Pauli dit si on veut sauver les résultats expérimentaux, il faut inventer le neutrino. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le Higgs, c'est un peu ça son histoire. Alors, au début des années 60, le modèle standard, c'est ça. Toutes les particules qui constituent l'univers, il y en a à peu près 24, parce que les gluons sont nombreux, c'est là. Alors ce que vous avez ici, dans la première boîte, c'est ce qu'on appelle les fermions, c'est les particules de matière. Donc il y a celles que vous connaissez, il est où? L'électron, le neutrino électronique, et les quarks U et D, je ne sais pas si vous avez entendu parler des quarks, mais qui constituent les protons et les neutrons par exemple. Et puis, ces particules existent en deux autres familles qui sont en gros un réplica de la première, mais donc là c'est deux autres colonnes, mais en plus massif. Et ces particules interagissent selon 4 types d'interactions, mais là il y en a que 3 qui sont représentés. Je vais les expliciter. L'interaction forte, l'interaction électromagnétique et l'interaction faible. Et pardon, ces interactions, en théorie quantique des champs, c'est-à-dire dans le modèle standard de la physique des particules, les particules, les fermions, interagissent en échangeant des bosons. D'accord ? Il y a une particule qui est échangée, un peu comme si j'échangeais des messages avec vous pour interagir. Donc concrètement, en termes de particules, c'est ça. Il y a 12 fermions qui interagissent par l'échange de bosons. Et là-dedans, il y a 3 des 4 interactions qui sont incluses. Donc les gluons, c'est la colle, c'est l'interaction forte, c'est ce qui tient les quarks ensemble dans les protons et les neutrons, par exemple. Et c'est ce qui tient aussi les protons et les neutrons pour former le noyau atomique. Le photon, je ne vous le présente plus, c'est l'électromagnétisme. Et puis W et Z, c'est des particules qui sont responsables de l'interaction faible. Alors l'interaction faible, on la connaît surtout parce qu'elle est responsable des désintégrations qu'on appelle bêta, des intégrations radioactives bêta. Alors la gravitation n'est pas inclue pour 2 raisons. C'est d'abord que les théoriciens se prennent le chou depuis des dizaines d'années et ne savent pas quantifier la gravitation, alors que pour la rentrer dans le modèle standard, il faut que ce soit une théorie quantique. Et pour l'instant, la quantification de la gravitation, ça foire complètement. Et puis une deuxième chose, c'est que, là je vous le dis, je vous le rappelle, la masse du proton dans une unité qui nous est familière, à savoir le kilo, c'est 1,6 10-27 kg. Alors autant dire que l'intensité de la force gravitationnelle sur mes particules par rapport aux 3 autres interactions, c'est peanuts. Donc c'est même pas la peine qu'on l'étudie nous. Enfin, il y a des expériences, si vous êtes curieux, vous irez voir l'expérience G-bar par exemple, qui fait en sorte de ralentir tellement la matière qu'on ne voit plus que d'annuler tout, d'annuler l'électromagnétisme, d'annuler l'interaction faible et l'interaction forte, et de faire en sorte qu'on ne sente plus que l'effet de la gravitation dessus. C'est coton à faire.
de manière équivalente, ce contenu et ces interactions, c'est ce que je vous ai dit, c'est une équation, c'est les Lagrangiens. Alors là, je les sépare en deux, hein, électrofaible, donc faible et électromagnétique, et forte. Et donc, c'est une équation qui décrit toutes les interactions et la propagation de ces particules-là. Sauf qu'au début des années 60, alors ce truc-là, il respecte parfaitement toutes les symétries constitutives, c'est chouette, mais pour respecter ces symétries, il impose que les particules soient de masse nulle. Or, toute l'expérience nous dit que les particules sont massives, en particulier ces deux-là, W plus W moins et Z, en fait il y en a trois, qui sont extrêmement massives. Alors, comme tout ce que prédit ce modèle colle de façon merveilleuse avec l'expérience, parfois à 12 chiffres après la virgule, enfin des degrés de précision hallucinants, on n'a pas envie de le balancer tout de suite à la poubelle. On préfère chercher théoriquement un moyen de respecter les symétries sans trop les respecter quand même, pour pouvoir permettre d'avoir des particules massives, mais en respectant les symétries fondamentales. Alors, c'est ça qu'ont fait ces messieurs que vous voyez là. Alors, le mécanisme de Higgs, c'est très faux, le boson de Higgs, c'est très vrai. Alors, en fait, parce qu'ils ont été trois à inventer le mécanisme dont je vais vous parler maintenant, et c'est monsieur Brout qui est ici, monsieur Englert qui est là, qui ont fait un des deux papiers, celui-là, en 64, et d'un autre, simultanément, monsieur X de son côté, qui a fait un papier en 64 aussi. Donc le mécanisme, on devrait l'appeler le mécanisme de Bay, qui est très laid, donc je ne le dis pas. Et par contre, le boson, le seul qui en a parlé, c'est monsieur X, donc c'est bien le boson de Higgs, voilà, donc je suis rassurée. Alors comment ils font? Ils introduisent dans le Lagrangien un potentiel, ça c'est un puits de potentiel qui a une forme un peu particulière de chapeau mexicain, d'accord, donc c'est dans le plan complexe. Et vous voyez bien que ce potentiel-là, il est parfaitement symétrique autour de l'axe Z, là. Et puis, si dedans, je mets un champ physique à cet endroit-là, okay, l'ensemble champ plus potentiel est parfaitement symétrique autour de l'axe Z. En revanche, la nature préfère les états d'énergie le plus bas possible. Donc l'énergie qui correspond à l'énergie du vide, ça va plutôt être une des énergies qui est au fond de la cuvette, là. Le problème, c'est que quand je choisis, quand mon état choisit un point du fond de la cuvette là, c'est plus symétrique du tout de révolution, d'accord? J'ai un point particulier, donc je suis plus symétrique par rotation autour de l'axe Z. Mais le potentiel reste symétrique. Donc c'est un peu une triche qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie, ou brisure douce de symétrie, qui permet de garder les équations symétriques tout en permettant que les champs physiques ne le soient pas. Et alors, pour faire ça, ils introduisent un potentiel de champ scalaire. Scalaire, vous savez ce que ça veut dire? Ouais, cool. Donc c'est un boson, et ça correspond justement à la manifestation de ce champ, l'excitation de ce champ, c'est un boson, et c'est le boson de Higgs. Et alors, on change du coup mon équation qui devient ça, elle est un chouïa plus compliquée, mais à peine. Là-dedans, il y a tout, y compris le boson de Higgs que je viens de rajouter, et il y a toujours le même pouvoir prédictif absolument prodigieux, sauf que maintenant, en plus, on est content, parce qu'on a les masses des bosons W et Z, les très massifs, on a même les masses des fermions, on a tout ce qu'il faut. Il y a juste un truc, donc, a priori, on se dit qu'on est sur la bonne voie, parce que le Lagrangien amendé de ce mécanisme donne les bons résultats, mais pour être sûr, il faut observer le boson. Il n'y a plus qu'à. Alors, c'est là qu'on va rentrer dans le dur. Donc, ce modèle standard de la physique des particules, il a un certain nombre de paramètres libres. Alors, ce n'est pas la peine que je vous les donne, il y en a 25, quand je mets dedans la masse du Higgs. Et maintenant, ils sont tous soit accessibles, et puis maintenant, en fait, ils sont tous mesurés, maintenant qu'on a trouvé le boson de Higgs, via ce qu'on appelle des observables, qui sont soit eux-mêmes, par exemple, la masse, c'est directement mesurable et observable dans une expérience de physique des particules, mais il y en a d'autres, des paramètres du modèle, qui sont observables via... on les atteint via des choses qu'on mesure, mais pas en direct. C'est pour ça qu'on appelle ça une observable. Et une observable, c'est par exemple ce qu'on appelle une section efficace. Alors, il est évident que je ne vous demande pas de comprendre ce qu'il y a là-dedans, quoique, il y a des trucs fastoches à comprendre, mais juste, ça, c'est une des choses qu'on peut calculer avec le Lagrangien du modèle standard. Ça s'appelle une section efficace, et c'est tout bêtement une probabilité d'occurrence d'un certain process. Donc, je vais par exemple parler de la section efficace de production d'un boson de Higgs. Ça veut juste dire combien j'ai de chances de produire un boson de Higgs si, par exemple, je fais se tamponner 2 protons, et c'est ce que je vais faire. Et ce qu'on fait, donc une section efficacité, c'est une probabilité d'apparition d'un certain phénomène. Donc, dans nos expériences, on ne fait rien de plus que compter. C'est cool. On accumule des événements, on compte. Finalement, ce n'est pas si sorcier. Alors, maintenant, on a un modèle. Quand je vous dis qu'il colle vachement bien avec l'expérience, en fait, on le teste tout le temps, en permanence, avec les observables dont je vous ai parlé. Ce que vous voyez ici, c'est toutes les observables auxquelles on a accès
auprès de nos expériences de physique des particules, d'accord, qui sont soit issues de la théorie, soit issues de la mesure, divisées par l'incertitude sur la mesure. Et vous voyez qu'on comprend, en gros ce que ça nous dit, c'est qu'on comprend le modèle standard à mieux que 3 écarts standards sur tout l'ensemble des observables. Ça nous donne confiance qu'on a à peu près bien compris ce qu'on fait, quoi. Alors comment on teste ce modèle? Soit on fait des mesures, directement mesurer des observables, soit on cherche des écarts entre la mesure et la prédiction du modèle, parce que ce modèle, ça reste un modèle. Si jamais on a besoin d'un modèle alternatif, comme par exemple celui qu'on appelle du petit nom de SUSY, qu'on appelle la supersymétrie, on va avoir des décalages entre ce qu'on mesure, si SUSY existe, je veux dire, on a des décalages entre ce qu'on mesure et ce qu'on prédit par le calcul. Donc on cherche à faire des mesures les plus précises possibles pour le mettre en défaut, bizarrement, pour pouvoir voir s'il n'y a pas de ce qu'on appelle la nouvelle physique dans le jargon de physicien. Et puis il y a une autre façon de faire de la physique autre que les mesures, c'est faire des searches, c'est-à-dire chercher des nouvelles particules. Pas au petit bonheur tout à fait, mais presque. Alors, comme les résultats expérimentaux favorisaient tout cela, là ça inclut le mécanisme de Brute-Englert-Higgs. Donc ça nous dit, à mieux que 3 écarts standards, ça nous dit, ok, très bien, ça doit être le bon mécanisme. Mais pour être sûr, il fallait trouver le boson de Higgs. Les outils pour ça, il faut la produire, la particule, et puis ensuite la détecter, et puis ensuite caractériser les résultats pour pouvoir en sortir la physique.